Jusqu'au moment où, à côté du single, tu avais un vide, quoi, un ravin. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas trop. Enfin, c'est le ravin ou c'est le ravin, quoi. Donc je lâche le vélo, je saute dans le ravin, pardon, et je finis 3-4 mètres plus bas. Deuxième étape, ils envoient un hélico, sauf que. Et on dit, bon, on arrive dans 1 heure et demie. Et là, je leur dis, mais je vais jamais tenir. Tu te retrouves tout seul, il commence à faire nuit, et ton corps se refroidit, tu commences à sentir la douleur. Clairement plus une priorité pour les gens aujourd'hui, acheter un magazine, hein. Qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui que tu achètes un magazine papier? Tu peux trouver des informations que tu vas pas trouver encore sur le web. Ce qui va rester et ce qui perdurera, c'est ce contact papier, en fait. Tu ouvres les portes d'un magasin de vélo aujourd'hui, il y a de quoi s'y perdre. Tu vas avoir du VTT, des tout suspendus, du gravel, du vélo électrique, du vélo. Enfin, tu vas voir le vendeur, tu dis bonjour, je voudrais un vélo. Ah oui, un vélo, mais monsieur, mais pourquoi faire? Aujourd'hui, tu as 15 000 façons de faire du vélo, et ce qui est formidable. Mais la personne qui veut se mettre au vélo en 2023, qu'est-ce qu'elle va acheter? C'est là où on a besoin de conseils, et il y a des magasins qui le font très bien, heureusement. Bonjour et bienvenue sur le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité afin qu'il me raconte son parcours et son actualité. Avec lui, je vous partage des histoires inspirantes et on décrypte l'actu du monde du vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line. Line regroupe des experts dans tous les domaines afin de vous aider à créer des services, produits, contenus et expériences plus pertinents et en phase avec les attentes de vos clients. Si vous avez un projet dans l'univers du vélo, je vous invite à me contacter via LinkedIn. Okay. Bon Nico, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Attends, je le fais avec l'autre main parce qu'il y a peu de temps, je pouvais pas le faire. Génial, excellent. Eh bien Nico, bienvenue dans le podcast En roue libre. Nicolas Le Carré, comment tu vas? Mon petit Antoine, comme tu as grandi depuis tout ce temps. Ah là là, tellement, mais tellement, tellement. Nicolas Le Carré, waouh. Ouais, ça fait un bail, ça fait un bail. Je suis très très content de te recevoir dans En roue libre parce que oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, je pense qu'on a un peu débuté 2002, je dirais 2002-2003, c'était quand la première fois qu'on s'est 2001, rencontrés? 2002, je pense. 2001. Ah Ouais, ben, 2001. c'est l'année où j'ai commencé. Ouais. Et ouais, on a un peu commencé ensemble avec Nico. Ouais, Rencontre quelle sur une Coupe de aventure. France. À Font-Romeu. Ah ouais, internationaux de France de descente à Font-Romeu 2001. Et ouais, toi tu Avec la commençais joyeuse bande de descendeurs. de descendeurs heureux. Voilà. Heureux. Et ouais, donc petit rappel des faits, juillet 2001, on se retrouve avec Nico. Lui débute chez Vélo Tout Terrain Magazine en Je tant pense que que jeune. j'avais commencé en mars, pardon, je t'ai coupé. Ouais, ok. Mars 2001, ouais. Ouais, mars Donc peu 2001. de Ouais. temps avant. Donc, tu avais démarré peu de temps avant, et puis moi, c'était ma première course de descente, première vraie course de VTT de descente. Et on se rencontre là-bas, et puis voilà, on avait des potes en commun, et puis c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des choses cool ensemble. Toi, en tant que journaliste, rédacteur pour le magazine Vélo Tout Terrain et Ride It ensuite, et moi en tant que pilote VTT démarrant avec un niveau tout à fait basique venant de Mais mon honorable, mais honorable, hein, mais mais honorable. honorable quand même. Venant du Chennai, donc pas forcément l'endroit le plus technique de la Terre. Néanmoins, voilà, on s'est rencontrés là et puis on a commencé à bosser ensemble sur des essais de vélo, des reportages, un certain nombre de trucs Des petits périples à travers la France, ouais, en carrément. camionnette, toi et moi. Ouais, c'était très chouette et voilà mais au-delà de cette je fais pas un podcast non plus pour me rappeler les bons souvenirs de quand j'ai commencé à faire du vélo. La raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que tu as un parcours qui m'intéresse beaucoup et et je trouve qu'il est inspirant d'une certaine manière, sans rentrer dans toutes les trucs de développement personnel, mais
trouve ton parcours qui est vraiment bien puisque bah, tu vas nous le raconter, mais aujourd'hui tu es donc marketing manager Europe pour cette belle marque qu'est Kona. Tout à fait. Et voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec toi par rapport à ce parcours justement de vélo tout-terrain à l'époque, puis Ride It ensuite, cette époque presse spécialisée VTT, puis ensuite t'as franchi le pas et t'es allé rejoindre donc une marque de vélo The dark ouais, side. emblématique en plus. Et aussi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, donc le premier truc, c'est l'époque pré-spécialisée VTT, puis le passage à une marque iconique comme Kona, qui n'était pas un passage forcément évident. Et tu vas nous le Non. raconter. Mais également un sujet dont d'ailleurs j'ai parlé hier avec ce bon Momo, donc Christophe Morera, qui me disait, mais tu vois, il y a un truc quand même dont on parle pas beaucoup, c'est les blessures. Ouais. Et alors je lui disais, mais attends, oui, ok, je veux bien parler de blessures, mais il faut quand même quelqu'un qui en parlait, quoi. Tu vois, c'est bien beau de parler des blessures, mais il faut avoir À Momo, un truc. il en connaît un rayon, hein. Et ouais, 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 Sur bien blessure. sûr. Mais comme je l'ai déjà interrogé sur un précédent podcast, il me fallait quelqu'un d'autre. Et en fait, bah donc la discussion avec Momo, c'était hier, et donc aujourd'hui, on se parle. Et tu as effectivement une histoire à nous raconter, une Ouais, histoire qui... j'ai eu quelques pépins, mais là, Ouais, dernièrement, j'en ai eu un hmm, assez violent, on va dire. Alors, je ouais. sais pas si on le garde pour la fin, la petite cerise sur le gâteau, Hmm. et on Alors, ce commence par. sera plus que la fin, parce que Ouais. c'est... alors, on va pas tout spoiler, mais on peut quand même dire que c'est un accident sur lequel tu aurais pu y rester, en Ouais, j'ai VTT. failli crever, ouais. Ouais, on peut le Ouais, ouais. dire, ouais. Ceux Donc, qui ont vu le film Into the Wild ou n'en 127 étaient pas heures. très. Ouais. Ah oui, ouais. Ben, on n'était pas très loin, mais Ouais. voilà. Aujourd'hui, je suis là, je suis content de te parler et je suis remonté sur le VTT pour la première fois il y a une semaine, bah, avec Momo. Voilà, les petits Hmm. vieux refont du VTT. Donc c'était voilà un bon moment et j'y croyais pas, hein. Il y a plein de gens qui m'ont dit c'est fini. Recycle-toi, fais du mini-golf. Et puis moi, je m'étais mentalement fixé bah, l'objectif de remonter sur un vélo, pas forcément sur un VTT, mais au moins sur un vélo au printemps. Hmm. Là, et là, je remonte sur un VTT. C'est pas glorieux encore, mais voilà, Ouais. ça fait plaisir. Bon, on va, puisqu'on est quand même assez, enfin suffisamment rentré dans le sujet, rentrons-y, Franco. Est-ce que tu peux voilà, nous Bah ouais, parler alors de... après, bah, le but c'est pas non plus de dégoûter tout le monde à vie de faire du VTT, mais Bien sûr, peut-être non. de responsabiliser un peu voilà sur les dangers de notre pratique parce que voilà Hmm. le VTT c'est surtout avec l'évolution du matériel bah, et on atteint maintenant des vitesses qu'on n'atteignait pas auparavant Bien sûr. et voilà et alors en l'occurrence ce qui s'est passé c'est que il y a un truc que j'adore c'est comme tout le monde c'est rouler seul parce que voilà c'est un peu égoïste hein mais c'est ton moment à toi et voilà, tu te recentres sur toi et tu penses à des choses auxquelles tu penserais pas forcément dans un autre contexte. Et puis surtout, voilà, c'est le moment. Voilà, ça va être 2 heures dans une semaine où tu sais que tu vas être ton téléphone il va pas sonner, et il y a personne qui va être là à te faire à te casser les COI de ZES. Hmm. Et puis voilà, donc en l'occurrence, c'était la veille de partir en vacances, le 20 août 2022. Je me dis, je vais partir 10 jours sans faire de VTT. Je vais quand même aller faire un petit tour avant de partir. Et là, t'as tu sais, le warning qui s'allume de ta femme et ta fille et dit, tu fais attention, hein, parce que demain on part en vacances. Je dis, t'inquiète, j'y vais cool. Hmm. Donc, bah, j'habite dans les Alpes-Maritimes, pas loin de Sospel. Donc, je prends la voiture, je me gare à Sospel. Et puis, je me suis dit, tiens, histoire de, histoire d'être encore un peu plus con.
je vais faire un parcours que j'ai jamais fait. J'ai téléchargé la trace, il est 7 heures du soir, ouais, il y a 30 bornes, allez, à 9 heures, je vais être rentré, quoi. Et je vais pouvoir faire ma valise pour partir en vacances. Bon, je pars, de Sospel, j'arrive, Cime de Grand Brosse, pour ceux qui connaissent. C'était le Sospel numéro 4, parcours numéro 4. Là, t'imagines, bah, les conditions, coucher de soleil, t'es tout seul, tu vois le petit single, je sais pas, le temps est suspendu, waouh. Tu te dis, là, je suis bien. Là, les vacances commencent bien. Je rattaque la descente sur Sospel, petit passage technique, ça se passe bien. J'arrive sur une liaison, qu'on peut qualifier de à la con. Donc, voilà, un petit single, faux plat descendant avec rien de fou. Voilà, je me déconcentre un peu. Tu sais, j'avais un peu tétanisé, donc je secoue mes bras et d'un coup, fouop, et je perds l'avant. Je sais pas pourquoi. Je soupçonne, une pomme de pin d'être, passé en contact mésaventureux avec mon pneu avant. Et je perds l'avant et j'essaie de rattraper, jusqu'au moment où, bah, à côté du single, t'avais un vide, quoi, un ravin. Et bah, et je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas trop, enfin, c'est le ravin ou c'est le ravin, quoi. Donc je lâche le vélo, je saute dans le ravin, pardon, et je finis, 3-4 mètres plus bas. Gros choc et tout, boum. Je suis sonné, je suis dans les ronces et tout. Je me dis, je reprends mes esprits, je me dis ça va, je suis conscient, ça va. Et moi j'ai des trucs, d'espèces de moyens, mémotechniques quand je tombe pour me rappeler, à l'ordre en fait sur le fait que je suis conscient et que je sais qui je suis et que tout va bien. Donc, comment je m'appelle, où j'habite, quel âge j'ai, et j'appelle mon nom à l'envers. Donc voilà, je fais tout ça, tout va bien. Et là, je suis encore, dans les ronces et tout, donc je me dis, je vais me relever. Et là, je vais pour poser mon bras par terre, et boum, et je me casse la gueule. Et je réessaye et boum, je me recasse la gueule. Et alors du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton bras et tu vois ton bras qui est à l'envers et qui pend, qui pend par terre, quoi. Et là, forcément, boum, là, c'est là que bah, tu flippes, quoi, parce que t'es au milieu de nulle part, tu sais même pas s'il y a une route, à proximité, t'as pas mal encore, parce que, avec Mm. l'adrénaline et le fait que ton corps soit chaud, bah, tu sens pas encore la douleur, mais bon, tu sais que c'est pas bien engagé, quoi. Donc là, immédiatement, je sors le téléphone, ça va, j'ai du réseau, il me restait un petit peu de batterie, pas tant que ça. Euh, Premier truc que je fais, qui est un peu con, j'aurais pu appeler les secours, je le fais pas. J'appelle ma femme. Mm. J'appelle ma femme, j'ai commencé à crier. Ah, je suis tombé, j'ai le bras qui pend et tout. Et elle me dit, oh, ouais, arrête tes conneries, c'est bon, quoi. Maintenant tu rentres. Et je lui dis, sauf que bon, bah voilà, ce n'était pas de l'humour. Donc, la panique des deux côtés, plus ma fille qui est au téléphone à côté, qui entend tout. Voilà, c'est mal parti. Elle appelle les secours, elle appelle les voisins. Moi, en attendant, je regarde. Je dis putain, comment je vais faire pour remonter, parce que j'étais quand même dans le trou, quoi. Au moins Le remonter trou, enfin, sur le sentier. c'était quoi par rapport au sentier? Ouais, bah, en gros, ton sentier, alors attends, je vais faire la perspective. Voilà, ça c'est le sentier, ça c'est le trou. Tu vois, c'était Ah ouais. comme ça dans les arbres. Et moi, j'étais, 4 mètres plus bas là, quoi, tu vois. Et en gros, bah, qu'est-ce que je fais? Je ramasse mon bras, je le coince entre les jambes et je commence à escalader, pour me remonter sur le chemin au moins, quoi, pour, me dire, je vais essayer de marcher un peu, pour voir s'il n'y a pas une route. Et bon, il se trouve qu'il n'y avait pas de route. Mais ça, je le savais pas parce que j'avais jamais fait ce parcours. Donc bon, je descends, 10 mètres. Après, ça faisait trop mal et tout. Donc je m'allonge, enfin je m'allonge, je me pose contre une pierre et je m'assois et j'attends. Là, bah, je commence à regarder mon maillot, je le soulève et tout, et je comprends pas ce qui se passe. Au début, je pensais que je m'étais juste luxé le coude, parce que je m'étais luxé l'autre, auparavant, donc enfin, j'imaginais que c'était juste ça, et puis je vois, c'est pas fracture ouverte, mais donc je vois, un truc dur là, un truc dur là, et je me dis putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu bouges, t'as des bruits bizarres, et là je commence à paniquer, je me dis c'est bon, j'ai une hémorragie interne, dans 30 minutes, je vais crever. Bon,
Voilà. Entre-temps, les secours me rappellent. Les secours en haute montagne t'envoient un SMS. Quand tu réponds à ce SMS, ils ont ta position exacte. Donc Mm. voilà. Ça, c'était quand même première étape. Deuxième étape, ils envoient un hélico, sauf que l'heure où je les contacte, il devait être 20h, 19h45, 20h. Et ils m'ont dit, bon, on arrive dans 1 heure et demie. Et là, je suis, ouais, c'est long, c'est long. Je leur ai dit, mais je vais jamais tenir. Ils me disent, ouais, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Bon, ok. Bah, tu te retrouves tout seul, il commence à faire nuit, et ton corps se refroidit, tu commences à sentir la douleur. Donc, à ce moment-là, je me dis, quelques mois avant, j'avais fait de la sophrologie, Mm. parce que voilà, j'avais besoin d'expérimenter des nouvelles techniques pour justement faire face à des situations de vie qui sont pas toujours confortables. Et je m'étais dit, mais à quel moment je vais pouvoir mettre la sophro en pratique? Et bah voilà, vas-y, hein. Vas-y mon Bingo. gars. Donc, Mm. je me suis remis en mode sophrologie pour ceux qui connaissent pas forcément la pratique. C'est des sortes de méditation guidée et ça t'amène mentalement dans un univers, que ça t'extrait de ton univers pour te mettre dans une zone de confort, en fait. Voilà. Donc, c'était parfaitement ce qu'il me fallait. Et voilà. Donc, je me suis remémorisé mes 2, 3 séances passées. Et puis, voilà, j'étais dans le ventre de ma petite maman. Voilà. Et un peu réconfortant. Mm. Mais bon, temps passe. Il fait nuit. Tout seul, je regarde la batterie. Il me restait très peu de batterie. Et entre-temps, j'avais comment il s'appelle, Dragon 06, c'est l'hélicoptère Mm. de la sécurité civile en ligne. On dit on arrive et tout, vous inquiétez pas. Mais il fait nuit, donc est-ce que vous avez une torche avec vous? Bah, elle dit bah non, moi j'ai ma bite, mon couteau, j'étais parti sans Protex, sans rien. Heureusement j'avais mon casque quand même. Mais voilà, donc elle dit bon bah vous allez allumer la torche de votre téléphone quand on arrive, comme ça là. Ouh, Mm. donc voilà, j'étais au milieu des bois, comme ça, avec ma lampe torche, avec ma torche de téléphone. Je dis les gars, sauvez-moi, sauvez-moi. Et bon, au final, voilà, 22 heures, il me récupère assez haut parce qu'on était quand même voilà, il y avait les arbres et tout, grosse ligne à franchir. Et puis ça s'est fini à l'hôpital de Nice. Alors, ce qui était marrant, une petite anecdote, c'est que tous les membres de tout l'équipage de l'hélicoptère, alors déjà, c'est forcément des passionnés de montagne et ils pratiquent forcément un sport de montagne. Mm. Alors dit bah ouais, voilà, je travaille pour Kona et il dit mais je roule en Kona moi. Je dis ah bon, c'est sympa. Bon bref, issue plutôt cool. J'ai atterri aux urgences de Nice un samedi soir, donc t'imagines en plein mois d'août Mm. ce que ça peut donner. C'était la fête, c'était l'Oktoberfest quoi, plein de gars bourrés et tout. Donc j'étais pas forcément ouais, le prioritaire. Donc j'ai passé la nuit dans le couloir avec mes radios et ils m'ont opéré le lendemain matin d'une triple fracture de l'humérus. Voilà. Et donc Mm. tu peux voir, là, j'ai une petite cicatrice maintenant. Je sais pas si on la voit bien. Alors, bah, pour ceux qui Elle est vont bien faite regarder parce qu'ils le, ont voulu sauver ce tatouage. Ouais, ceux qui ont la vidéo sur le ouais, podcast auront la magnifique ouais, signature. Voilà. c'est Bah, ça. ça se finit avec une plaque 17 vis et puis du kiné depuis maintenant 9 mois pour récupérer l'amplitude. Ça n'a pas été trop problématique. Ce qui a été problématique, c'est que le nerf radial, il a été touché. Donc, ensuite, tu te retrouves avec ta main qui pend comme ça et tu peux Mm. rien faire. Et bon, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, monsieur Le Carré, hein, vous allez récupérer, mais on ne sait pas quand. Voilà, donc maintenant, c'est pour ça que je suis content de pouvoir mettre mon pouce en l'air pour te dire bravo pour ton magnifique podcast. Voilà. Mm. Mais bon, non, mais tout ça pour dire, on croit qu'on est invincible, on pratique un sport avec des sensations et grisant, et parfois le retour du bâton il est là, donc il y a des précautions à prendre toujours. Bah, la chute, on est conscient qu'elle peut arriver, mais on peut, je pense, avec
précaution, mettre toutes les chances de son côté. Et voilà, ça passe par forcément un téléphone, un tracking, je pense. Quand tu pars, tu partages au moins ta position sur WhatsApp. Ensuite, il y a maintenant pas mal de détecteurs Mm. de chute Mhm. sur ton Garmin, sur ton Apple Watch. Tu peux aussi en mettre sur le casque. Et ça, je pense que pour ceux comme moi qui aiment un peu partir à l'aventure tout seul, c'est un peu comme le l'Arva quand tu pars en Mm. montagne, te protéger des avalanches. Voilà, je pense que la sécurité maintenant, elle passe par ce genre de d'objets connectés. Il faut bien que ça serve à un moment donné, Mm. tu vois. Et voilà, c'est pas une mauvaise chose que de partir avec ce genre de truc. Voilà. Bah déjà merci de raconter ça. C'est sûr que quand on pratique le vélo, qu'il soit VTT, route ou qu'importe, mais quand on pratique le vélo depuis un certain temps, on peut avoir ce biais de se dire oui, enfin ça va, j'ai le niveau, je vais pouvoir m'en sortir. Mm. Euh, mais il y a quelque chose que j'ai appris dans l'aéronautique, puisque je pratique des sports aériens aussi, c'est Mhm. un peu les red flags. Donc, en gros, le facteur humain est quand même un des facteurs déterminants de l'accidentologie. Il peut y avoir les conditions météo, il peut y avoir plein de trucs, mais le facteur humain quand même. Mm. Donc le facteur humain, c'est quoi? Bah, c'est la fatigue, le discernement, qu'est-ce qu'on a mangé, dans quel état d'esprit on se trouve et tout ça, et qui peut Mhm. évidemment jouer. Et c'est marrant parce que l'histoire que tu racontes, c'est une histoire qu'on a avant la chute, bien sûr, mais qu'on a peut-être un peu tous vécu. Bon, la dernière descente, oui, cette dernière petite sortie avant non, mais t'inquiète, Mhm. je vais faire une petite sortie vite fait, et puis voilà. Et ton exemple, s'il a une vertu, en tout cas s'il peut en avoir une, c'est quand même de nous rappeler à tous, et y compris à moi, que bah oui, en fait, des accidents, ça peut arriver, mais il peut y avoir des trucs qui sont peut-être un peu bénins, mais qui cumulés les uns avec les autres finissent par devenir un peu un gros problème, quoi. Et donc dans ton cas, bah t'aurais pu glisser, rouler boulet et puis finir dans un buisson et puis c'était cool. Et basta. Mais voilà, et là t'as glissé, t'es tombé dans un ravin, t'es mal tombé, boum, si ça, et là en fait situation un peu catastrophe, quoi. Donc si on peut Et je m'en profiter de sors cette, bien, tu vois. eh ouais, non non mais Je me dis, quand je voyais la gueule de mon bras, je me dis, si j'avais tapé 10 centimètres plus haut, c'était ma tête, bah voilà, je serais plus là. eh ouais. Et donc, Mm. si effectivement cette histoire que tu nous as racontée, Nico, peut servir à d'autres pour pas simplement, hein, encore une fois, comme tu l'as dit, l'idée c'est pas de faire bader tout le monde et de dire arrêtez de prendre des risques Non, non. et, et je pourrais même pas dire faites du vélo de route parce que même en vélo de route c'est dangereux. Mais soyons tous conscients que ça peut arriver, quoi. Voilà, que ça peut arriver à Mm. n'importe quel moment, Ouais. même quand on se dit que c'est cool et que ça va le faire, quoi. Donc, Bah, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est être peut-être le 20 août 2023, refaire cette putain de sortie jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et se dire, ouais, je l'aurais fait. Là, eh je peux ouais, pas. Là, c'est compliqué, mais ouais, il me reste quelques mois pour me dire que ça serait quand même cool, quoi. ouais. Et puis bon, ce qu'il faut quand même rappeler aussi, c'est que, voilà, je pense qu'on l'a aussi senti un petit peu quand dans ta manière de le raconter, mais on sent aussi un peu d'émotion dans le fait de pouvoir enfin remonter sur le vélo après ça et que bon bah voilà c'est une expérience assez traumatisante que tu as dû vivre et personne ne souhaite ça et personne enfin la famille et tout ça mais aussi c'est vrai que le fait d'être éloigné aussi de sa passion comme tu la vis et comme je la vis depuis un Mm. moment et le fait la perspective de se dire non mais ok c'est mort plus jamais je remonterai sur un vélo. C'est ce que les médecins en gros t'ont dit. Les Euh, médecins, des gens dans la rue, enfin, hmm.
là, dans ma tête, déjà, j'étais là, j'ai dit, mais attends que la prochaine fois que je vais pouvoir te recroiser et je vais pouvoir lever l'index, le majeur en l'air. Ça, c'était un des exercices avec le kiné, c'était le levage de majeur, hein, je peux te dire. Non, mais ça passe aussi énormément par le mental, je pense, et voilà, il y a un moment donné où t'es acteur de ta rééducation en fait. Hein. Il y a personne d'autre qui pourra. Enfin, c'est toi face à toi. Donc voilà, si tu te prends pas en main et tu te donnes les moyens, bah c'est comme tout. Voilà. À un moment donné, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Ouais. Bon, là, écoute, j'ai hâte de voir non pas le moment où tu vas lever le majeur, mais le moment où tu vas refaire cette Ça y est, j'y sortie. arrive. Ça, c'est Ouais, bon? ça y est, les extenseurs sont bien, tu vois, hop, D'accord, nickel. sont bien revenus. Parfait. Top. En tout cas, hâte de voir la suite de tes aventures à vélo. Si on flashback. Non, mais si on revient Ouais. sur ton parcours après cette parenthèse de prise de conscience, n'est-ce pas? Si on revient un peu sur ton parcours, on, on, la question rituelle que je pose à tous mes invités, et à laquelle jusqu'ici tu n'as pas répondu puisque je ne te l'ai pas posée, c'est d'où te vient cette passion pour le vélo? C'est quoi ton premier contact avec le vélo? Premier contact, c'était le week-end quand on allait chez mes grands-parents. Alors j'ai grandi en région parisienne et tous les week-ends on allait en Normandie, dans l'Eure plutôt, chez mes grands-parents et l'après-midi on descendait la colline et voilà on allait faire du vélo euh, en bord de rivière. Et ça a commencé par là, voilà avec mon frère. Et mon frère était toujours dans l'histoire. Ensuite on faisait du BMX le week-end dans la forêt de Montmorency et puis surtout les tours de quartier avec les copains. Hein. Et les planches que tu mets, et les sauts et t'as l'impression d'être le roi du monde. Voilà, on était voilà l'année 80, les Goonies, E.T., voilà toutes ces références pop un peu pop culture au BMX et forcément t'es un gamin, tu vois ces films, t'as envie de faire pareil qu'eux, c'est le rêve quoi, c'est l'aventure. Donc voilà, ça a commencé par ça et ensuite le VTT est arrivé dans le Jura. On partait en vacances tous les étés dans le Jura avec mes parents et mon frère et groupe de copains. Encore une fois, tu vois le groupe de copains et qu'est-ce que tu vas faire de tes après-midi avec les copains. Bah là, on a tous acheté nos premiers VTT. Moi, en l'occurrence, c'était chez Michel Forestier, voilà, illustre personnage, vraiment. Je pense qu'il a fait beaucoup pour l'histoire du VTT en France. Donc voilà, bah, j'achète mon premier VTT avec mes petites économies chez Michel Forestier, et puis c'est un Specialized Rockhopper blanc et bleu. Et puis on part à l'assaut des montagnes. C'était à l'Elex, pour ceux qui connaissent. L'Elex, station réputée dans les années 90 pour ses Avalanche Cup et ses Coupes de France. Et puis nous, alors, on avait quoi, 12-13 ans et on voyait toutes les stars de l'époque. Nico Vouilloz, il avait quoi, 2 ans, 1 an de plus que moi et je le voyais déjà faire des trucs de fou. Il y avait Karim qui commençait aussi avec son Cannondale stické cherche sponsor. Donc voilà, on a sympathisé avec cette bande de pros. Il y avait Steph Gianni aussi. Mais voilà, on les voyait un peu comme des stars, quoi. Et nous, on était là, waouh, tu peux faire ça avec un VTT, c'est génial, quoi. Donc moi, ça m'a donné envie d'en faire toujours plus. Et en rentrant en région parisienne, voilà, je me suis inscrit à un club, le PAC 95, hein, et j'avais en coach, on avait Adolphe Joly, la légende Adolphe Joly que tu connais sûrement, hein. Bien sûr, je Voilà, connais qui était Adolphe. aussi un ancien BMXeur. Je me souviens plus de son crew de BMXeur là, qui faisait des démos et tout en freestyle. Bon bref.
Voilà, et puis je me prends de passion pour ça. Le matos aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait vachement. Comment tu pouvais customiser ton vélo à Hmm. l'époque, mettre une suspension, t'avais 50 mm, 50 millimètres de débattement, ce qui mettait des pièces anodisées. J'étais là, genre, waouh, c'est Hmm. du vrai tuning. Bien sûr. Et ça me plaisait beaucoup. Donc j'allais dépenser toutes mes emplettes chez Monsieur Serge Darcel, un vélo neuf. Euh, voilà, on faisait des sorties le week-end et voilà, je grandis toujours en évoluant dans cette passion. J'achète tous les magazines, je saigne tous les magazines, j'ai des posters partout dans ma chambre Hmm. et j'arrive à 18 ans à la fac où clairement je m'emmerde, je sais pas quoi faire de ma vie professionnelle, j'entends. Je suis un peu perdu, je pense, comme beaucoup de jeunes de 17-18 ans où on demande tiens, voilà, ton avenir professionnel se joue maintenant. Toi, tu as 18 ans, tu te dis waouh, voilà, t'es dans le vide interstellaire. Et je me dis, tiens, la fac, ça me passionne pas, mais ce que je peux faire, c'est commencer à bosser euh, pour me, pour gagner des sous, pour me payer un peu les déplacements sur les courses, parce que je commençais à faire de la descente. Donc voilà, je trouve ce job chez Vélo Neuf, vendeur vélo. Et de fil en aiguille, je passe de moins en moins de temps sur les bancs de la fac et de plus en plus de temps dans le magasin. Voilà. Et donc Serge m'emmène sur les courses avec son fils Maxime. On fait les premières mégas. Je me souviens de ma première méga en V-break avec un vieux Voilà. GT LTS. J'ai Hmm. fini, mais j'ai fini dans les derniers, quoi. Bon. Il faut savoir que j'étais passionné de vélo, mais de VTT, c'était ma passion, mais j'étais pas forcément le meilleur, quoi. Mais ça me plaisait. Voilà. Ensuite, vélo neuf, j'ai un collègue de travail qui s'appelle Richard Mazy, avec lequel on s'entend super bien et qui trouve ce boulot dans la presse VTT, chez Vélo Tout Terrain. Et on était restés en contact, on parlait du magazine et tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ah Nico, il recherche quelqu'un au magazine, ça t'intéresse pas? Moi, là, je sais pas trop mon avenir professionnel, mais je suis certain d'un truc, c'est que j'ai envie de travailler dans l'univers du VTT. Hmm. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai 21 ans, je me dis, est-ce que je me lance dans la vie active maintenant? Allez, et puis c'était une offre, en fait, avec le recul que, enfin, t'as 21 ans, t'es passionné de VTT, on te propose de travailler dans un magazine de VTT. Il faudrait être un peu fada, comme dirait Momo, pour dire non, quoi. Donc, bah vas-y, je fonce. Premier entretien avec Luc Cavé, qui était rédac chef de l'époque. Hmm. Moi, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je sais écrire, c'est raconter des histoires. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore prendre un stylo, écrire, raconter tout et n'importe quoi et documenter en fait. Voilà. Et ça depuis que je suis en primaire en fait. L'écriture, ça me faisait pas trop peur. Je savais que j'avais une bonne patte, comme on dit. Après, on parle de photographie. Et là, je suis waouh, photo. J'ai jamais fait de photo de ma vie. Et à l'époque, dis-toi, t'es en 2001. Hmm. Les appareils photo numériques, ça n'existe pas. Oui. Prendre des photos avec ton téléphone portable, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Donc le seul moyen de faire des photos, c'est de prendre un argentique, de faire développer tes photos, et puis c'est un peu l'inconnu, quoi. Voilà. Donc je dis ok, vas-y, on y va. Je fonce, et puis après tout, j'ai rien à perdre. Je commence avec le boîtier de mon père, un vieux Nikon tout manuel. Pas d'autofocus, mise au point manuel, obturation, vitesse, tout ça. Et La bonne Luc école. Tavé, donc ouais, l'ancienne école. Là. Luc Tavé m'envoie, dit bon ben ton premier reportage, ça va être l'Avalanche Cup de Lyon. Donc je me pointe à Avalanche Cup de Lyon, un peu intimidé, il faut le dire. Voilà, je vois les autres photographes sur le bord de piste avec leur télé et tout, leur super appareil photo, et moi je suis avec mon petit truc.
mon petit appareil photo de papa, n'est-ce pas? Hmm. Et bon, je fais tant bien que mal mon reportage. J'amène mes pellicules au labo. Et là, tu as l'excitation de les récupérer et de les mettre sur la table lumineuse. Après, tu les regardes. C'était ce qu'on appelle des hectas. Donc, des petites diapositives que tu regardes avec un œil. Et là, je me dis, waouh, en fait, c'est cool, quoi. Et je me dis, en fait, la photo, c'est un truc qui peut carrément me brancher. Donc, mais je risque quand même d'être limité avec Hmm. cet appareil photo de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon premier crédit et puis je m'achète du matos photo. Suite à ça, les reportages s'enchaînent et on m'envoie couvrir la méga avalanche de La Réunion, Sympa. où je finis à faire un espèce de trip tout autour de l'île. En fait, la course était une excuse pour faire Hmm. d'autres sujets autour, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris assez rapidement, c'est que, bah, en gros, on t'envoie sur un événement, mais ça serait quand même dommage de pas Hmm. rester quelques jours supplémentaires Bien sûr. pour voir ce qui se passe, quoi. Hmm. Donc, j'ai fini à la méga de la Réunion une semaine avec Jay Clements, qui à l'époque avait 16 ou 17 ans, enfin, qui n'était pas majeur, Hmm. ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, on se fait ce trip de fou et je récupère mes photos et je me dis, mais en fait, ouais, c'est là que je commence à comprendre un peu qu'il y a un truc à faire avec la lumière, les expositions, le jour, enfin, t'as la lumière du jour, la lumière du soir. Hmm. On va pas faire des photos à midi parce que ça sert à rien. Voilà, donc ça rentre assez rapidement et puis je me rends surtout compte aussi que voilà, le vélo m'a fait, qu'est-ce qui m'a fait voyager pour la première fois et sortir hors de la France pour la première fois de ma vie, bah, c'est le vélo, quoi. Ok. Et au final, bah, j'ai fait quand même pas mal de tours du monde pour documenter ce qui se passait à l'époque sur des événements, la Sea Otter, le Taipei Show, les présentations presse, tout ça grâce au vélo, quoi. Et c'est une formidable ouverture d'esprit, quoi, sur le monde. Hmm. Ouais, super. Donc, combien de temps t'as fait Et chez ouais, Tout Terrain? chez Vélo Tout Terrain, j'ai fait 18 ans. 18 ans, ouais, quand même. Voilà. Hmm. Et donc, on a connu, voilà, ce passage. Alors, je te parle de photo, passage au numérique, Hmm. qui a quand même énormément changé la donne. Et puis après, au niveau du matériel, t'es passé du V-brake, du frein à disque, tout suspendu, enduro, enfin, bon, Hmm. je te fais pas le dessin, mais l'arrivée de l'électrique, enfin, voilà. Et puis, mais surtout au-delà de ça, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était toujours dans cette idée de documenter les choses, en fait, de faire la lumière sur des personnes et des pratiques qui étaient un peu mises de côté, en fait. Hmm. Voilà. Ok, tu as les coupes du monde, le cross-country, la descente, les stars, les grandes marques, mais moi, au final, c'est pas ce qui m'attirait, quoi. J'ai toujours aimé, mais ça, que ce soit la musique ou l'art, enfin, j'ai toujours été un peu euh, dans la contre-culture, on va dire. Et je me suis dit, en fait, j'ai la chance d'avoir des personnes qui croient en moi et qui me laissent carte blanche pour faire, encore une fois, documenter, parce que le travail premier d'un journaliste, c'est de documenter sur ce qui se passe dans un secteur. En l'occurrence, Hmm. le secteur, c'était le VTT. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de le montrer dans sa diversité, quoi. Donc, c'était, voilà, on a créé Ride dans cette optique pour justement pouvoir parler des choses dont les autres médias ne parlaient pas. Hmm. Que, dis-toi, à l'époque, on était loin d'avoir les médias sociaux qu'on avait à l'époque, hein, Bien sûr. qu'on a maintenant, pardon. Hmm. Donc voilà, c'était un peu ma mission sur Terre à l'époque. Ok. Et c'est pour ça que voilà, on s'est pris d'amitié ensemble. Hmm. On a voyagé un peu partout. Il y avait toute la clique de 24. Enfin, voilà, on en a déjà parlé. Il y a d'autres personnes qui en ont très bien parlé dans tes podcasts, donc je vais pas refaire l'histoire, mais voilà. Et encore une fois aussi, c'était parler
de Monsieur Tout le Monde, parce que on a tous quelque chose à dire. Et alors parfois, on se prenait des remarques, c'est vrai, mais qu'est-ce que tu vas parler de ces quatre mecs qui roulent dans le trou du cul de la Bretagne? On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas en fait, parce que c'est inspirant et c'est ça qui va inspirer d'autres personnes à faire la même chose autre part en fait. Voilà. Et Effectivement. je suis vraiment ravi d'avoir participé à ma petite, voilà, à ma petite échelle, voilà, dans ce qu'on a vécu, dans ce développement du VTT alternatif en France et ailleurs aussi. Voilà, dans les années 90 et 2000. Je Ouais. suis Bah, vraiment content d'avoir été là à cette époque-là. petit rappel pour bah voilà pour ceux qui ne sont pas du milieu du VTT et encore moins du milieu du VTT alternatif. Le magazine Vélo Tout-Terrain a édité début des années 2000 le magazine Ride It. Donc Ride It Magazine. Ride It, l'idée c'était de couvrir justement ces pratiques dirt, descente, freestyle, slopestyle, gros vélo. Hein? Toute la scène alternative du VTT. Ouais, ouais. Et Ouais. donc, on pourrait appeler ça un fanzine, mais c'était un fanzine intégré à un magazine. Voilà. Ouais. Et qui est d'ailleurs devenu un magazine à part entière pendant un moment. Oui. Voilà, On a c'était été Ride It. trimestriel, Ouais. bimestriel. À l'époque où tu n'avais pas YouTube, donc ça fonctionnait avec des galettes qu'on appelait DVD. Et oui, c'est Donc ça. on insérait un DVD dans chaque magazine. Voilà, on avait des posters. On se prenait pas la tête. Ouais, et puis c'était une époque où on pouvait encore déconner. On avait toujours des petits Easter eggs dans chaque numéro. Par exemple, la page 69 que tu peins en rose. Et puis voilà, il y avait Des petits trucs drôles. des petits trucs drôles. Bah oui. Ouais, on peut pas tout dire parce que bon, il y a des choses qui seraient censurées maintenant. Mais oui, oui. Mais auquel j'ai participé d'ailleurs. Voilà. Mais ça, ce sont nos histoires, Nico. Cela ne vous regarde pas. Exactement. Donc cette partie presse spécialisée VTT, elle m'intéresse j'espère qu'elle vous intéresse vous aussi qui nous écoutez parce que la presse a beaucoup évolué et pas que la presse spécialisée VTT, enfin la presse tout court a Ouais, évolué, la presse la papier, presse, ouais. les médias ont évolué et toi quand même t'as vu passer ça, hein, t'es arrivé chez Vélo Tout-Terrain au début des années 2000, tu as fait 18 ans, tu as vu beaucoup d'évolutions, donc en termes de matos vélo évidemment, mais en termes ben voilà, en termes de comment est-ce qu'on fait tourner un titre de presse. Donc tu as commencé avec l'argentique, puis t'es passé au numérique, et puis bah après il y a commencé à y avoir du web, ce qui n'était pas le cas chez Vélo Tout-Terrain. Ouais. Et donc ouais, t'as vu passer plein de trucs, plein d'évolutions. Et t'es sorti, du coup t'es parti de Vélo Tout-Terrain. Il y a combien de temps maintenant? Ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans, ouais. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui t'es directeur marketing Europe pour Kona. Quand tu regardes ce parcours, enfin cette évolution de la presse spécialisée, quand tu vois où elle est aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'inspire pour l'avoir vu? Alors, on pourrait évidemment facilement dire c'était mieux avant et à mon époque c'était ci, c'était ça, mais comment tu vois la presse aujourd'hui? Comment elle a évolué et quel regard tu portes dessus? Ben, disons que je pense que déjà, faut quand même le chapeau bas parce que éditer un magazine en 2023, c'est entre l'augmentation des prix du papier, la distribution, le fait que c'est clairement plus une priorité pour les gens aujourd'hui acheter un magazine. Hein. Vu que tu as de plus en plus d'accès à l'information gratuite,
via les sites internet. Qu'est-ce qui va justifier aujourd'hui que tu achètes un magazine papier? Voilà, tu peux trouver des informations que tu vas pas trouver encore sur le web. Mais voilà, je pense que ce qui va rester et ce qui perdurera, c'est ce contact papier en fait, voilà, le contact physique. Ce qui fait que aujourd'hui, un livre, je vais toujours avoir tendance à l'acheter en version papier que sur ma Kindle, par exemple, parce que je pense que notre cerveau, il emmagasine pas l'information de la même façon. Tu vois, on est submergé d'informations via les écrans, et peut-être que une des forces du papier en 2023, c'est de pouvoir de pouvoir permettre à ton cerveau en fait de rester connecté, on parle de connexion, tu vois, connecté à quelque chose sans avoir de d'objets perturbateurs, tu vois. Mettons, tu es aux toilettes avec ton magazine, tu es seul face à ton magazine aux toilettes. Tu es aux toilettes avec ton smartphone, tu vas être Instagram, un petit coup de TikTok, un petit coup de ci, un petit coup de ça. Et cette frénésie de la consommation de l'information, je pense qu'à un moment donné, on va devoir faire machine arrière parce que je suis pas persuadé que ça soit forcément très bon pour notre santé mentale. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est Voilà. que aujourd'hui le salut du papier vient dans la déconnexion finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors moi, et ça, je le constate aussi dans la musique. Moi, je consomme beaucoup de musique via Spotify, via Deezer. Voilà, et je fais du binge. J'écoute à la chaîne, mais à la maison, j'ai ma platine, j'ai mon vinyle et je mets mon vinyle sur la platine. Je prends le livret, j'écoute mon disque et je feuillette le livret. Tu vois. Et encore une fois, c'est un moment entre toi et le média. Voilà. Il n'y a pas d'intrusion. Il y a pas d'intrusion. C'est toi qui choisis ce que tu vas écouter, comment tu vas l'écouter et comment tu vas l'apprécier. Voilà. Et je pense que euh, c'est quelque chose qu'on perd forcément avec l'accès à l'information qu'on a en 2023. Voilà. Enfin, c'est frénétique. Hein, c'est frénétique. Ouais. Et moi, quand je vois ma fille de 10 ans, et j'en suis responsable, hein, qui est sur TikTok et qui est là, j'ai un moment, je dis stop, tu te rends, tu vas, tu vas avoir de la fumée qui va sortir des oreilles à un moment donné. Ouais. Et du coup, Voilà, dans cette, c'est fantastique, hein, ouais. non, mais Vas-y, bien sûr, non, mais il y a des bons, il y a des bons côtés, enfin, voilà, il y a deux, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Il y a deux côtés de la même pièce. Effectivement, aujourd'hui, enfin voilà, un téléphone, ça donne accès à une myriade d'informations, mais en même temps, ça nous déconnecte des gens dont on aimerait enfin, auxquels on aimerait se connecter, voire même parfois de soi-même. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Sur le sujet du magazine en lui-même et de la presse spécialisée, aujourd'hui, on a un peu des hybrides qui sont en train de se faire avec des MOOC, des MOOC, comme on dit, des magazines slash book. Des Nicomook. Et ouais, bah, en fait, c'est des formats, on va dire, plus quali, Vojo en édit, hein, Ouais. Même tu prends le virage que Vélo Vert a pris, oui, j'allais t'en de parler. choisir, voilà, je pense que cette notion de saisonnalité,
d'avoir ton magazine qui sort une fois par mois, 12 mois, tous les ans. Enfin, voilà, il faut peut-être justement chercher à s'en éloigner et au profit de contenus plus qualitatifs, effectivement. Hmm. Quelque chose que tu vas acheter, que tu vas garder, que tu vas mettre en collection, bah, comme un beau livre, un livre d'art, comme un beau disque, comme un beau vinyle. Hmm. Quelque chose qui peut aussi potentiellement pas prendre de la valeur, tu vois, mais archiver, tu vois, archiver. Je pense que le seul moyen aujourd'hui d'archiver quelque chose, ça reste via un support papier, tu vois, un support digital, Hmm. il va être très bien. Mais ensuite, Oui. pour faire des recherches, voilà, je vais pas te faire le dessin, une bibliothèque physique, quand tu es étudiant, il n'y a pas mieux pour faire des recherches. Bon, ok, tu Hmm. as accès à l'info sur YouTube, mais je sais pas. Je trouve encore que c'est un moyen d'archiver et de documenter. J'aime bien ce mot, moi, documenter, Ouais. qui reste, voilà, les écrits restent, hein, comme on dit. Oui. Après, alors oui, enfin, euh, l'idée c'est qu'aussi on peut avoir des reportages photos digitaux hein, sur des sites. Mais c'est vrai que, comme Mm. tu dis, cette relation au papier, à la lecture, au calme, cette volonté de déconnexion aussi, elle est importante. Et j'ai le sentiment aussi qu'il y a ce sujet de, bon bah comme tout de toute façon est disponible à n'importe quel moment sur le web, Mhm. l'info est accessible et doit l'être. Et aussi c'est ça, puisque finalement on est habitué maintenant à avoir de l'info tout de suite, à recevoir nos courses en 2 heures, voire même en Ouais. moins de temps que ça. Donc du coup, bon, bah devoir attendre un mois pour avoir de l'info, pour avoir l'info des nouveaux vélos qui sortent. Et d'ailleurs, on voit les répercussions que ça a sur les salons aussi. Mhm. Finalement, aujourd'hui, bah tu sors, t'as plus besoin d'attendre les salons pour faire ta présentation presse, les Non, c'est sûr, ouais. saisonnalités. Donc, enfin, tout ça, effectivement, c'est lié au digital et au fait que l'information est disponible, accessible tout de suite, immédiatement, et doit l'être. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui le souhaite, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des magazines historiques comme Vélo Vert, nos amis de Vélo Vert qu'on salue d'ailleurs, hein. euh, euh, et, et, et qui amorcent un virage sur voilà du moins immédiat, du plus qualitatif, du plus volumineux, avec des sujets Mhm. de fond dont on pourra effectivement reparler dans 2 ou 5 ans en se disant que bah voilà que la découverte d'un territoire, d'un voyage, rencontre avec telle personne qui a fait telle chose dans le vélo, euh, telle découverte, telle expérience, bah, c'est des choses qui sont un peu plus intemporelles. Est-ce que pour toi, c'est vers ça l'intemporalité que doit aller la presse spécialisée vélo ou la Ouais, presse je pense, spécialisée ouais. tout court d'ailleurs. Après spécialisé. Après, j'ai beaucoup critiqué là, les réseaux sociaux, les médias et tout, mais il y a Hmm. une chose que j'apprécie énormément sur ces médias digitaux, en fait, c'est que ça permet de démocratiser l'accès à l'information et voilà, des personnes comme toi, comme voilà, via YouTube, via les réseaux Hmm. sociaux, ça leur permet de pouvoir ouvrir une porte et s'ils le font bien, d'en vivre, tu vois. Hmm. Et à l'époque où moi j'ai commencé avec la presse papier, c'était un peu ce phénomène de starification, tu vois. Si t'es Ouais. pas journaliste, Hmm. t'es rien et t'as pas le droit de dire ce que tu penses, en gros. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai toujours aimé et trouvé ça un peu dégueulasse. Hmm. Et voilà. Et je trouve justement qu'aujourd'hui, t'as plein de personnes qui percent. Je pense à, tu vois, Stéphane qui a ouvert sa chaîne Gravel and Bike, à toi qui propose du contenu plus orienté pro B2B, qui est super intéressant parce que personne ne le faisait jusqu'à présent, tu Hmm. vois. Et tu as aussi l'équipe d'Enduro Bike. Donc voilà, Hmm. ça naît de passionnés et
qui ont le désir de se lancer voilà, dans la création de contenu média. Et quand c'est bien fait, tu vois, ça résonne en fait. Ça résonne parce on perd cette notion d'élitisme et on devient tout de suite plus. Voilà, ça te parle. Moi, je vois et j'entends Stéphane qui parle de Gravel, ça me parle et ça va parler encore plus à des personnes qui se lancent dans la pratique. Tu vois, toujours garder cette ouverture d'esprit et garder en tête que la personne, quand on est journaliste ou quand on travaille dans les médias, on s'adresse à des personnes qui ont pas forcément le même background ou la même antériorité que toi. Donc voilà, j'ai toujours aimé cette notion voilà comment dire, d'ouverture d'esprit et de savoir parler à tout le monde en fait, sans être élitiste. Et parfois, malheureusement, le VTT, il s'enferme un peu dans cet élitisme et voilà. D'ailleurs, Ça me rend triste. non, mais comprends. Et d'ailleurs, à une époque, pas si lointaine que ça, mais mine de rien, c'est vrai que si t'étais pas journaliste dans la presse spécialisée ou si t'avais pas un site web ou quoi, mais enfin aujourd'hui, n'importe qui peut être un média et n'importe qui peut effectivement espérer vivre de sa passion avec du travail, avec de la persévérance, avec de la régularité, on va dire, parce qu'il suffit pas de faire une vidéo un peu à droite à gauche pour percer. Il faut être là, à mon avis, il faut faire les choses pour de bonnes raisons. Il faut avoir une véritable envie de partager. En tout cas, c'est mon cas aujourd'hui. Moi, il y a rien qui m'éclate plus que d'imaginer que effectivement, des gens qui jusqu'ici n'y connaissaient pas grand-chose au vélo, peuvent s'y intéresser et finir par découvrir à quel point le vélo peut changer des vies. Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de vivre de sa passion en devenant soi-même un média. Et, et c'est génial, c'est absolument génial, t'imagines. Et puis, je pense encore plus aujourd'hui, il y a vraiment tout à faire. Tu prends le développement de la mobilité urbaine et c'est ce qui est en train de se passer. C'est quand même assez fabuleux pour nous. Et, euh, et je me dis que finalement, il n'y a pas. On avait lancé City Ride à l'époque, très en avance, hein, d'ailleurs, sur son temps. Magazine papier gratuit distribué dans les magasins chez les revendeurs. Ouais. Mais voilà, toujours dans je pense que la mobilité urbaine et les déplacements urbains, c'est le segment où vraiment il faut axer sur la vulgarisation à fond, quoi. La vulgarisation, sinon on va effrayer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur. Ouvrir les portes, tu ouvres les portes d'un magasin de vélo aujourd'hui, c'est pas forcément. Il y a de quoi s'y perdre, hein. Tu vas avoir du VTT, des tout suspendus, du gravel, du vélo électrique, du vélo. Enfin, tu veux juste acheter un vélo, voilà. Mettons, tu t'ouvres la porte de ton magasin de vélo. Tu vas voir le vendeur, tu dis bonjour, je voudrais un vélo. Ah oui, un vélo, mais monsieur, mais pourquoi faire? Tu vois, t'as plus le vélo tel qu'on le connaissait, que nos parents ou grands-parents l'ont connu. Il n'existe plus. Aujourd'hui, tu as 15 000 façons de faire du vélo, et ce qui est formidable. Mais la personne qui veut se mettre au vélo en 2023, qu'est-ce qu'elle va acheter? Voilà. Ouais. Alors, c'est là où on a besoin de conseils, et il y a des magasins qui le font très bien, heureusement. Et bravo à eux, parce qu'on est dans une période qui n'est pas spécialement évidente. Mais voilà, je pense qu'au niveau média, pour revenir à la discussion, il y a probablement quelque chose à faire dans cette voie de toujours rendre accessible les infos et la pratique à des nouveaux accédants.
Eh ben, écoute, bon, c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau en essayant de vulgariser au maximum les, on va dire les échanges, les techniques et les termes qu'on peut utiliser Ouais, avec mes invités. Ouais, encore une fois, parce que ce que je constate à mon niveau, c'est qu'il y a du monde qui s'y intéresse au vélo et que c'est pas nécessairement des gens qui sont du cru. Et c'est très bien comme ça. Et tu parles de vélo urbain, mais il y a aussi des gens qui s'intéressent au VTT parce qu'ils découvrent que waouh, en fait, mm. c'est chouette d'avoir un vélo avec lequel on puisse aller en forêt et se balader, profiter de la nature. Et donc, ça, c'est génial. C'est encore une Ouais. ouverture géniale, quoi. Et je Euh, pense que dans ce que tu dis, il y a pas mal de personnes qui justement sont dans cette idée d'avoir un vélo pour aller rouler en sous-bois le week-end, mettons en région parisienne, bois de Vincennes, et la semaine se dire tiens, aujourd'hui je vais aller bosser à vélo. Et nous on l'a remarqué dans nos segmentations de vente, c'est qu'aujourd'hui je pense que cette population elle va plus se tourner vers un gravel que sur un VTT, tu vois. hmm, C'est-à-dire qu'à l'époque, ton premier vélo, ça allait être un VTT semi-rigide, mettons entre 500, 1500 euros. Et j'ai l'impression que dans cette gamme de prix, les gens vont plus se tourner vers du gravel aujourd'hui. J'aurais tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, quelqu'un qui me dit, tiens, j'ai allez 700 euros à mettre dans un vélo pour aller au boulot et faire un petit tour parfois passer en forêt. C'est sûr que quand t'as pas besoin de suspension, quand t'as pas besoin d'une transmission, enfin de dérailleur très haut de gamme et que t'as besoin d'un vélo pour faire du vélo un peu de temps en temps, sûr que le gravel c'est un peu ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qui, en termes même de rapport qualité-prix, surtout quand on voit ce que font nos amis de chez Decathlon, tu vois, à 700 euros, t'as quand même un vélo avec des freins à disque et tout. Bon, j'ai pas trop regardé ce que faisaient nos amis de chez Kona, mais Oh, voilà. t'en rajoutes 200, t'as un beau vélo. Ouais, bon, ça va. Donc je vous invite à aller voir sur le site de Kona, voir ce qui s'y passe. Non, mais de toute façon, Decathlon, enfin, on est conscient que ça a toujours été la porte d'entrée vers un loisir, en fait. Bien Tu sûr. vois, Hmm, t'achètes ton premier vélo chez Decat, et bien souvent, si tu te prends au jeu, bah, tu vas aller voir ce qui se passe ailleurs. Et hmm. moi, le premier, hein, j'ai déménagé dans les Alpes-Maritimes, je me suis acheté un kayak. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé l'acheter chez Decathlon, et aujourd'hui, je me dis, c'est bien le kayak, mais tiens, je me dis, je peux peut-être trouver quelque chose d'un Ouais. peu plus performant, et je commence à voir ce qui se fait, à regarder ce qui se fait ailleurs, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Donc, Non, non, mais Decat, c'est sûr. c'est une super porte d'entrée. Hmm. Et donc, ouais, ce qu'on disait, c'est que le gravel était une super porte d'entrée aussi sur la polyvalence, à partir du moment où, voilà, tu fais pas de franchissement de tout terrain, etc. Euh, si maintenant on bascule un petit peu plus sur le côté industrie, Mhm. euh, est-ce que tu peux nous parler de ce switch que tu as fait entre donc la presse spécialisée et du coup chez Kona où tu es aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait une motivation particulière ou est-ce qu'au bout de 18 ans, comme on peut parfaitement le comprendre, tu avais envie d'autre chose, de bouger, de changer d'horizon? Je pense que au bout de 18 ans, je vais pas dire que je saturais, mais j'étais un peu, je commençais un peu à tourner en rond. Quand Hmm. l'écriture, c'est quelque chose quand même où tu dois te renouveler perpétuellement. C'est facile, hein, de tomber un peu dans voilà, t'as ta trame, tu fais un copier-coller, tu vois, le vélo, il est beau, il roule bien, machin. Hmm. Cette course était vraiment phénoménale. Mais non, moi j'ai toujours aimé, tu vois, essayer d'apporter quelque chose en plus dans mon écriture, et, euh, et essayer de faire vivre mon expérience au lecteur. Hmm. Et après 18 ans, mes doigts ils commençaient à être fatigués. Et puis t'ajoutes la conjoncture de la presse papier qui était quand même, qui est toujours
compliqué, des budgets qui toujours sont réduits. Et ça faisait quelque temps que je commençais à regarder pour, euh, pour basculer de l'autre côté. Voilà. Mhm. Tu sais, à force de rencontrer des gens dans les boîtes, sur les médiacamps et tout, puis c'est un petit milieu, donc tu parles et tu Mhm. dis, ça pourrait être la suite logique, tu vois. Et mais la chose sûre et certaine, c'est que j'allais pas le faire pour n'importe qui, tu vois. Ouais. Mhm. Je n'allais pas quitter, voilà, c'est quelque chose que j'avais créé avec Ride It, avec Vélo Tout-Terrain. On avait quand même, voilà, c'était un peu mon bébé à moi, Benjamin, Christophe, Mhm. Benjamin Lacoste, Christophe Benjamin Laporte, Lacoste, petite équipe. Christophe Laporte, qu'on Coucou, salue, Benjamin. Christophe Vérité, Christophe Christine. Vérité, Christine Taupin, voilà, c'est des personnes avec qui j'avais des relations très très fortes, tu vois. Donc Mhm. il y avait d'une part cette envie de m'émanciper un petit peu à travers autre chose et de me remettre en question parce que voilà, c'est des choses, sortir de sa zone de confort. Et Mhm. mais voilà, comme je te l'ai dit, j'allais pas le faire pour n'importe quelle marque. Je vais pas citer de nom, mais voilà. Et puis un jour, je tombe sur cette annonce de chez Kona pour directeur marketing Europe et il me dit tiens, c'est une marque avec laquelle j'ai beaucoup d'atomes crochus, qui est un peu quand même qui a un ADN très fort, Mhm. une vraie histoire à raconter. Je connais bien le patron Europe, donc Jim Armstrong, Jimbo pour les intimes. Je le connaissais bien, donc je vais juste lui passer un coup de fil sans forcément entamer une démarche. Et du coup, je lui passe un coup de fil. Il me dit bah tu cherches un boulot, toi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que au bout de 18 ans de boîte, je pense que ton nom, en fait, il est tellement ancré dans le magazine que pour toi, pour tout le monde, en fait, tu fais part du magazine. C'est ta boîte, c'est ton. Mhm. Enfin, voilà, et en fait, non, tu restes. Ouais, ça reste ton job, quoi. Donc, j'ai dit Mhm. oui, j'ai besoin de j'ai besoin de me mettre un challenge, quoi. Et du coup, voilà, après les entretiens. Blablabli, blablabla. Et il y a 4 ans, j'ai commencé ce job chez Kona. Voilà. Très bon. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi et qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est tu as 18 ans de boîte. Globalement, tu Mm. connais tout du métier. Tu es un des piliers avec Benjamin, Christophe, Christine et tout ça du magazine. Mais tu vois quand même qu'il y a un truc qui fait que ça va peut-être pas durer non plus éternellement. Est-ce que t'as senti aussi, est-ce que c'était un moteur, le fait que bon, ça allait Non, moi, plus être tout à fait comme avant? c'était plus personnel, en fait. J'avais ce Ouais, besoin de faire autre chose et d'accord. de me lancer des nouveaux challenges. Et puis Hmm, aussi de faire la place à quelqu'un, en fait, tu vois. ouais, Parce que il faut pas se voiler la face. L'industrie du vélo en général, je trouve que c'est un milieu qui se renouvelle très peu. Ça fait 20 ans que je suis dans ce microcosme et 20 ans que je vois les mêmes têtes. hmm. Mais est-ce que Voilà. c'est pas quand même, est-ce que c'est pas une bonne chose d'une certaine manière, tu vois, d'avoir des gens qui restent, ça construit la confiance, tu vois, toi, moi, on se connaît depuis 20 ans maintenant, plus maintenant. Euh, voilà, on gravite, on change de poste, on évolue, on fait différentes choses, mais tu vois, du coup, ça fait que on a créé des relations qui sont quand même solides. Quand j'envoie un message hier à Fred Glo, hier matin à 11h30, je lui dis hey, salut Fred, tu serais dispo pour un podcast? Il me dit ok, 14h30. Bon, tu vois, enfin, je veux dire, si j'étais un illustre inconnu, il aurait pas pris de son dimanche après-midi pour le faire.
du coup, je sais pas, est-ce que ça peut être que négatif? Moi, je pense pas. D'avoir Non, des gens pas qui sont négatif, là depuis longtemps. mais je trouve que c'est vrai, c'est un milieu qui parfois aurait peut-être le mérite de s'ouvrir un petit peu, peut-être, tu vois, Mhm. dans la mesure où moi, quand j'ai commencé il y a 21 ans, si personne m'avait donné ma chance, bah, voilà, je serais Mhm. pas aujourd'hui là en train de te parler. C'est pour ça aussi, je pense qu'à un moment donné, au bout de 18 ans, je me suis dit non, mais voilà, il est temps d'avoir du sang neuf pour se Mhm. renouveler dans les idées, dans l'écriture, dans la façon dont tu vois l'univers du vélo et ce que tu peux y apporter, voilà, ta pierre à Oui. l'édifice. Mhm. Donc, et voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toi. Tu es en train de construire des choses, d'apporter un savoir et une expertise, mais aussi un regard que d'autres personnes n'ont pas forcément, tu vois. Mhm. Ouais. Et, et en même temps, euh, je peux apporter ça parce que ça fait 22 ans que je suis dans le milieu. Je pourrais pas le faire Oui, si ça faisait 2 ans que je faisais du vélo. c'est Donc, sûr, c'est sûr. bon, enfin voilà, je pense qu'on s'oppose pas sur les visions. Je te rejoins sur le fait qu'il faut faire rentrer du monde et il faut qu'il y ait une sorte de roulement et que du coup, c'est ce que tu as fait, toi, quand tu as décidé Mm. de partir Et, de vélo tout-terrain. et je pense que le développement du vélo urbain en France, je parle pas en Europe, hein, je parle en France parce que il y a d'autres pays en Europe où oui, on est vachement en avance Hmm. dans ce domaine, mais en France, ça permet d'amener des nouvelles personnes, tu vois. J'étais en discussion là cette semaine avec une marque qui s'appelle Petite Reine. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est une personne qui a bossé chez Dior, enfin dans l'univers du luxe, Ok. qui a tout plaqué pour se lancer dans sa petite marque de panier made in France, super classe. Ça, c'est un challenge, mais je l'ai eu au Ouais. téléphone, j'ai dit, waouh, Hmm. c'est fou, c'est fabuleux. Et c'est quelque chose, tu vois, qu'on va être amené à, voilà, qu'on va avoir de plus en plus. Et c'est ça, franchement, c'est quelque chose de génial. Et j'ai Hmm. hâte de voir tout ce qui va arriver dans les années à venir. Ben, c'est quelque chose C'est-à-dire que tu as que. des personnes qui viennent d'industries, ouais, tu as des personnes qui viennent d'univers Hmm. totalement différents, d'industries opposés à la nôtre et qui vont apporter leurs idées et leur savoir-faire pour amener quelque chose à notre industrie. Donc ça, c'est Hmm. cool. Eh oui. Bah, alors à mon niveau, donc je le vois parce que j'observe ce qui se fait, des projets qui se lancent, des gens qui me contactent pour me demander mon avis. Et j'ai l'impression que le Covid a été, enfin voilà, de ce point de vue-là, a été comment dire, un révélateur des vocations de gens qui s'étaient dit bah, le vélo, j'adore, tiens, mon boulot m'emmerde et j'ai envie de lancer un projet dans un truc qui m'intéresse et donc bah, je vais lancer un projet dans le vélo. Moi, j'en vois plein. Moi, Oui, j'en vois comme. toutes les semaines. Moi, je reçois des demandes de personnes par email de toute l'Europe, des Hmm. personnes qui ont plaqué leur boulot pour une période de 1 an, 2 ans, pour réaliser leur rêve. Et leur rêve, c'est quoi? C'est oui, bonjour Kona, je souhaite me rendre, partir je sais pas, de Oslo pour aller à Tombouctou ou à vélo. Et ça, des personnes qui plaquent tout pour faire leur voyage à vélo, je te jure, j'en reçois 3, 4 par semaine. Non. De gens comme ça qui demandent du support ou des conseils, Hmm. voilà. Et je pense que depuis le Covid, effectivement, les gens ont recentré leurs priorités et tu te rends compte que finalement, pourquoi attendre d'être à la retraite, surtout que l'âge il se Hmm. décale de plus Bah en oui, plus, si toutefois on a une pour retraite. vivre ton rêve, alors que Ouais. tu peux faire une parenthèse dans ta vie pendant une année, 2 années, 3 années, Hmm. et puis faire quelque chose dont tu te souviendras pendant le reste de ta vie, quoi. Bien sûr. C'est ce que Tim Ferriss, Voilà. l'auteur de la semaine de 4 heures, appelle des mini-retraites. Pourquoi Mm. attendre la fin de sa vie pour pouvoir profiter
Et voilà. Donc, les mini-retraites, quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'en parlais avec Fred Glo hier, hein, Ouais. donc dans le dernier épisode, et c'est vrai que ce que je disais et ce que je vais redire, c'est que je tire mon chapeau à tous ces gens qui plaquent tout ou qui plaquent peut-être pas tout à chaque fois, mais qui en tout cas se remettent en question, se challenge Mhm. pour faire un truc qui les passionne et qui les intéresse. Et c'est vrai que pour en revenir à toi, c'est vrai, je me souviens très bien de quand tu m'as dit, je sais plus si tu m'avais même parlé des entretiens que tu cherchais ou que tu regardais ou que tu avais ce poste-là et tout ça, et je m'étais dit, mais c'est chaud quand même. Enfin, le mec, il a fait 20 ans pas loin de 20 ans dans un magazine de presse spécialisé, et je regardais la fiche de poste même, tu vois, et c'était je veux dire, marketing manager Europe, quoi. Donc c'est, voilà, tu dois rendre des comptes, tu dois faire des reporting, tu dois gérer un budget, tu dois faire tout ça. Et je me souviens que ouais, c'était quand même assez costaud. Et honnêtement, enfin, moi, je te tire mon chapeau parce que je doutais pas du tout que tu puisses y arriver. Mais forcément, quand t'es pendant 18 ans dans une boîte, en sortir, se challenger pour faire quelque chose de pas complètement différent, mais c'est quand même un autre métier. Ah, Franchement, je me totalement, suis ouais. dit, le mec est chaud et bravo. Et donc voilà, c'était il y a 4 ans et tu t'es en plus vachement bien, je trouve. Tu vois, t'as bien endossé le costume dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, parce qu'on t'a vu dans des costumes pas possibles sur le bike et tout. Et voilà, et je trouve que tu fites bien et j'aimerais justement que tu nous racontes un peu ça. Il nous reste quelques minutes, mais tu nous Ouais. racontes un peu comment ça s'est passé, ça, justement, ce passage, ce switch vers. Ouais. En fait, je me suis pas mis la pression. Je me suis pas mis la pression. Après, ça a demandé quand même pas mal euh, d'ouverture d'esprit parce que je partais d'une industrie vraiment franco-française, avoir Hum, bossé, même si au sein de, quand tu fais des présentations presse, tu rencontres des personnes qui viennent de l'étranger, mais de là à avoir une vision européenne sur le marché, hum, et ça a mis, ouais, ça a mis pas mal de temps pour comprendre justement que les habitudes de consommation, les pratiques, elles vont pas être les mêmes en Espagne qu'en Finlande, que le réseau de distribution, si tu prends l'exemple de la Belgique où on a tout un réseau de micro-magasins hyper core, hyper tatoués à la marque et avec lesquels tu vas faire des événements, tu vas aller faire des groupes ride avec même entre magasins parce qu'ils s'entendent très bien. Et ensuite, en Allemagne, c'est totalement différent, mais plus sur du Panzer, de la grosse hum, Bertha, de l'artillerie lourde. Donc voilà, il faut savoir s'adapter. Mais je pense que c'est quelque chose voilà, ça a été quelque chose que j'ai appris au fil des années dans la presse. C'était d'une, être indépendant, de deux, croire en soi, et de trois, être ouvert d'esprit et avoir soif d'apprendre en fait, tu vois, hum, d'apprendre des autres. Et je remercie Jim de m'avoir fait confiance. Jim, c'est le boss de Kona Europe, hum, de m'avoir fait confiance parce que il m'a beaucoup appris, il m'a écouté et ça a été voilà un travail d'équipe en fait. Moi j'aime bien travailler. Je suis très indépendant, mais j'aime beaucoup. Ça peut paraître contradictoire, mais j'aime beaucoup travailler en équipe. Tu vois, j'ai des idées que je vais développer tout seul, mais ensuite je vais faire appel à tout mon réseau et à tous les gens avec lesquels toute mon équipe pour les mettre en application en fait, tu vois. hum, Et c'est ce qui est vraiment très cool chez Kona aussi, c'est que on est une très petite équipe, très petite structure européenne. On doit être 10 personnes à tout casser
pour toute l'Europe. Et du coup, il y a énormément d'interactions entre chaque personne et chacun sort de son spectre de travail, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas être responsable commercial que tu vas pas être amené à faire à construire un stand en bois, un chalet en bois à l'Eurobike, tu vois. Et je connais très peu d'autres marques où tu as cette intercommunication entre les pays, entre les services. Donc ouais, c'est très enrichissant, très enrichissant. Voilà. Mais C'est ouais, c'est vrai. sûr que c'est un gros challenge. C'est un gros challenge et voilà, je fais des choses que j'avais jamais faites auparavant, mais au final, c'est assez naturel finalement. Enfin, c'est vraiment la suite logique, je pense. Quand tu t'as passé un certain temps au sein de la presse VTT, tu sais comment ça fonctionne, tu connais les Oui. rouages. Et après, c'est assez facile de te mettre dans la peau avec une autre casquette. Voilà. Oui, oui, parce qu'en plus, quand tu es dans la presse spécialisée vélo, tu vas sur des médias camp, donc pour des lancements de Ouais. produits, et les personnes avec qui tu interagis, c'est directement les responsables marketing qui organisent ces événements-là. Ouais. Donc Voilà. Et finalement, moi, et voilà, ayant ce background de la presse, tu sais identifier et connaître les besoins que vont avoir les médias, en termes de deadline, tu sais que le vélo, il faut le préparer de telle façon, pardon. Un événement, tu sais à peu près comment il faut l'organiser pour qu'il marche. Donc voilà, il y a quand même plein de choses que j'ai apprises à travers ces 18 années dans la presse que je mets aujourd'hui en application pour le développement d'une marque, tu vois. ouais. Mais j'ai Et toujours à apprendre, hein. bien J'ai sûr. encore aujourd'hui des choses. Ouais, je suis largué. Hein. Je vais pas te mentir, mais c'est ce qui est stimulant aussi, tu vois. C'est qu'à 45 ans, t'as encore plein de trucs à apprendre et c'est cool. Carrément. Et on est enfin, on est tous en constante évolution puisque le monde autour de nous évolue. Et puis, bah, en fait, comme disait, comme disait justement Momo, hein, si t'avances pas, tu recules. Et si tu recules, t'es mort. Mais ouais, alors en plus, moi, je suis arrivé quand même en 2019 chez Kona et j'ai vécu 6 mois de dans un poste, voilà, avec des attentes normales. Et puis est arrivé ce qui arriva, le Covid. Et voilà, et c'est aussi, je pense, ce qui a un peu, ce qui m'avait mis un gros coup de pied au cul, voilà, on va le dire. Je cherchais le mot, mais sans être Ouais. vulgaire, mais parfois, faut être vulgaire. Donc voilà, il faut faire preuve d'adaptation, de flexibilité et lancer des nouveaux moyens de communication. Et voilà, je pense que c'est pendant la période du Covid, on a su garder un lien avec nos revendeurs via des réseaux de communication qu'on n'aurait pas forcément pensé utiliser jusqu'à présent, tu vois. On a créé des chaînes WhatsApp entre magasins, enfin, ouais, du guérilla marketing un peu, mais digital. D'accord. Et puis après, 6 mois plus tard, tu te retrouves à balancer des bananes avec un déguisement de Yeti en plein milieu du roc d'Azur. Tu nous Voilà, enverras les sur les photos, parties. ça fera la miniature, ça fera la miniature pour l'épisode. Très bien. Où est-ce qu'on te retrouve cette année? Est-ce que tu vas aller un peu sur des événements, l'Eurobike, le Vélo Vert, Alors, les Pro Days, etc. on commence. Alors moi, j'ai une amplitude européenne, donc on va me voir un peu partout en Europe. Hum, Malheureusement, pas trop en France, mais plus à l'étranger.
Donc je vais commencer dans quelques semaines à BAM. Alors BAM, c'est un événement qui mérite d'être connu. Franchement, j'ai des événements vélo, j'en ai fait un paquet, hein, t'imagines, hein, 18 ans dans la presse. Et BAM, j'y suis allé pour la première fois l'année dernière. Et j'avais jamais vu ça. C'est Et quoi? preuve que tu peux encore prendre une claque en assistant à un événement de vélo. Alors le BAM, c'est le Bicycle Adventure Meeting. Mmh. Et c'est en Italie, à Mantova. Mantova, c'est dans le nord de l'Italie. Mmh. Et le concept de cet événement, en fait, c'est que les gens viennent de toute l'Europe à vélo, se retrouvent sur l'événement, et ensuite, c'est un peu un Woodstock du vélo, Ok, pour te donner une idée. Donc tout le monde d'accord. campe, tout le monde campe, c'est sur en bord de rivière, et tu as des conférences durant tout le week-end, conférences, concerts. euh, Tu vas Alors nous, on a Thomas Bourri qui vient. Thomas, c'est un de nos ambassadeurs. Il Mhm. fait d'ultra longue distance. Sa spécialité, c'est pulvériser les FKT. Donc FKT, comment t'expliquer? C'est mettre le moins de temps possible pour faire un périple. Voilà. Ok, Donc là, Il s'était attaqué l'année dernière à la GTMC, la Grande Traversée Massif Central. Et il a passé plus de 6 jours sur le vélo. Il a dormi, je crois, 10 heures en 6 jours. Et Hmm. en single speed, en unit, Oh, donc sans suspension. Voilà. oh, Et, oh. et Pourquoi tant voilà. de, Et donc, pourquoi tant de souffrance? pourquoi tant de haine? Eh ben, justement, tu pourrais. Ouais, je pense que Thomas, il serait ravi de te parler de ses expériences dans un prochain podcast parce qu'il est vraiment. Enfin, c'est une discipline qui est un peu en retrait, dans l'ombre, et Hmm. on va se demander mais pourquoi tu vas passer 6 jours sur le vélo, 22 heures par jour. Enfin, c'est quoi la motivation? C'est quoi le plaisir que tu en tires? Et en Hmm. fait, voilà, dans chaque pratique, il y a forcément la recherche du dépassement de soi, mais là, c'est Ok. l'ultra dépassement de soi. Et voilà, donc pour en revenir à BAM, tu as tout un tas de personnes qui viennent parler de leur expérience, de leurs Hmm. aventures à vélo, faire la Ouais. fête, communiquer. Tu as des stands de liqueurs locales, tu peux faire ta méditation le matin, ta séance de yoga, et des groupes ride aussi dans la journée avec Komoot. Ok. Et je pense que tu dois avoir environ 15 à 20 000 personnes. D'accord. Donc C'est c'est du fabuleux. 9 au 11 juin 2023. Voilà, 9 au 11 juin 2023, Je bam, mettrai le lien de le lien tout ça dans les notes de l'épisode. on y sera avec ce qu'on appelle le Kona Camp. Donc Ok. voilà, on est partenaire de la zone de camping. Très bien. On a aussi un cinéma en plein air où on diffuse plein de films d'aventure avec Thomas, avec tous nos ambassadeurs, comme les Montanus, enfin des gens qui, voilà, je pense que ces dernières années, on s'est vraiment recentré sur cette notion de pratique plaisir et aventure, peut-être un peu ou pas au détriment, mais on favorise vraiment cette ouverture-là, se faire plaisir et vivre son aventure. Et on a tout un tas de personnes fabuleuses qui sont là pour raconter leurs exploits et donner aux gens l'envie de faire du vélo et de se dire, mais pourquoi pas moi? Hmm. Voilà. Et D'accord. ensuite, dans un contexte plus sérieux, on sera à Eurobike, Hmm. voilà, parce que il faut vendre des vélos. Et oui, donc Eurobike. Après, ouais, Eurobike, avec notre stand, notre chalet, Ok, chalet tout en bois qu'on met 3 jours à monter parce que c'est une véritable petite maison bien qu'on sûr. construit de nos propres mains. Mhm. Voilà, Eurobike, et ensuite, je pense qu'on sera aussi à Sea Otter Europe Ok. à Gironne, qui est fin septembre. Fin septembre, oui. Ok.
Très, très Voilà. bien. Et entre-temps, on a des démos, pas mal de tournées dans différents pays en Europe, probablement en France, je pense courant septembre. Ok, parfait. Mais plus axé vers la mobilité urbaine. Hmm. Ok, 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 très Voilà. bien. Et toi, Nico, du coup, on note ce rendez-vous du 22 août. Je t'emmène avec moi si tu veux, hein, on le fait ensemble. Hein. 22 août, il faut que je vois où je suis, mais why not? Ce sera avec grand plaisir si je suis dans le coin pour fêter cet anniversaire de ta chute et ton retour sur le vélo, sur les lieux du crime. J'ai Écoute, lutté, ouais, c'est Nico, ça. je ne peux que te remercier très chaleureusement pour cet échange, cet entretien. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Euh, Je suis content qu'on n'ait pas parlé des choses dont tout le monde parle en ce moment, à savoir combien de vélos avez-vous en stock actuellement et comment comptez-vous les écouler. ouais, je pense que cet C'est une échange est... problématique. Voilà. Ouais, oui, On bon, aurait pu en c'est... parler, mais bon, c'est, Bon, tu c'est- sais, on en parle avec... Enfin, toi, ton métier, c'est le marketing, c'est de raconter des histoires. des histoires pour vendre des vélos. Exactement. Donc voilà, non, non, mais écoute, je suis très content aussi qu'on ait abordé d'autres sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, parce que c'est aussi ça, hein, la Et tu vois, beauté de ce média du podcast, quoi. C'est de pouvoir pour discuter avec plein de personnes différentes, avoir plein d'histoires différentes, parce que bah en fait, il y a tellement de gens qui composent cette industrie, qui ont des trucs à raconter que bah voilà, c'est tellement illimité, c'est pour ça que moi je m'éclate. Il y a encore tellement de gens à entendre, tellement d'histoires à Et entendre. ouais, carrément. J'ai hâte. D'ailleurs, faisons, Faisons-en, on va en, faisons-en, faisons-en, ouais, on faisons-en. va en faire une question rituelle. Puisque je Oui. l'avais déjà posé, alors je sais plus à qui j'ai déjà posé, mais qui est-ce que t'aimerais entendre dans un prochain podcast? Alors, idéalement, un Euh, français. Français? euh, ouais. Attends, je me laisse 10 secondes, là. Vas-y. 38. Euh, ah, Quel- c'est pas facile parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a quand Alors, même si tu beaucoup. devais, non, mais si tu Mais devais choisir un où tu te dis, ah non, mais quand même, lui, il a une histoire de fou à raconter, ça serait trop bien. eh ben, ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, Thomas Bourri, Mhm. parce que c'est l'exemple. Il était acheteur chez Cyclable, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok. Et il a tout plaqué cette année pour se concentrer sur sa saison en FKT Mm. et ultra longue distance. Et voilà. Donc ça, c'est typiquement quelque chose que j'admire parce que je me dis, est-ce que j'en serais capable, tu vois, de Mm. tout plaquer pour me dire, tiens, une année, je vais prendre mon vélo et puis je vais aller voir comment ils fabriquent des yourtes au Kazakhstan avec mon costume de Borat, tu vois. Mm. Mais est-ce que j'aurais, ouais, quelles sont tes motivations et comment tu franchis le pas en fait? Comment Mm. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis c'est bon, je me lance, je saute dedans et advienne que pourra. Voilà. Ok. Ok, ok. Eh Voilà. ben, Et, écoute, et ensuite, ouais. peut-être aussi, j'ai fait la reco de la Transriviera l'autre jour Mhm. et j'ai revu Georges, ce bon vieux Georges Edwards. Ouais. Ouais. Georges est dans la liste. Et Tu sais, la liste. et ben là, tu vois, Ouais. je pense que c'est quand même une personne qui a apporté des choses tellement novatrices, tu vois, Hmm. que Ouais. voilà, ça ferait du bien de l'entendre. Et Sam Peredi. Puis, Sam. Hmm.
Sam Peredi, mais là on reste dans le Mais il est sur la côté liste aussi. journalistique. Et puis il est sur la liste. Ouais. Et histoire d'avoir justement cet œil out of the box, un peu pensé sur la mobilité urbaine, un peu les nouveautés, sur ce qui nous attend dans les années à venir, dans la façon dont on va se déplacer en ville, etc. Peut-être 12, tu vois. Ah oui. Oui, oui. Ouais, Thomas. 12, parce que moi, je les avais, je les avais rencontrés parce que quand j'étais en région parisienne en City Ride, je m'étais mis à bouger seulement en cargo. Donc, je m'étais pris un Bullitt pour transporter ma fille et tout. Et je m'étais inscrit à l'assaut Paris Cargo Bikes et je commençais un peu à militer pour moins de voitures, moins de voitures. Et voilà, et je m'étais dit, putain, te lancer dans la création d'un vélo et ensuite une marque, une gamme complète de vélos et tout ce que ça engendre, forcément des choses à Ok. raconter, quoi. Eh Surtout en bien, France. sache que ces noms-là sont sur la liste, que ce n'est Voilà. qu'une question de temps. On est connectés. Ouais. On est connectés, toi et moi. C'est bon. Voilà. Les Eh ben, connexions écoute, se font. voilà, les connexions se font, je veux dire. Ok, très bien. Eh ben, écoute, Nico, Nicolas Le Carré, un immense merci pour m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci Antoine. C'était une discussion improvisée et très riche d'enrichissement, Oui, comme et ben l'autre dirait. d'enrichissement pour tout le monde. J'espère que vous également ça vous a enrichi, que vous avez apprécié cet échange et voilà. Bon, on vous laisse. Merci Nico. À très bientôt. Et puis 20, voilà. 20 août, hein. N'oublie pas le 20 août. Le 20, ah ouais d'accord, c'est pas le 22. Ok, très bien. Le 20 août. Okay, je n'oublie pas. Ah, je peux faire un petit effort, ça peut être le 22, mais Non, mais t'inquiète, on si ça va peut faire être le ça. 20, ça peut être le 20, ça me permettrait de désacrer, voilà, Ouais. la boucle est bouclée et on peut passer à autre chose. Je vois l'idée. Bon, de toute façon, on se voit à l'Eurobike d'ici là. Et puis voilà. Bon. Il y aura des petites surprises. Mais on n'en doute pas. Salut Nico. À très Merci bientôt. Antoine. Salut, bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec un petit message sur LinkedIn, un petit SMS ou un mail. Ça m'aide énormément et ça m'encourage beaucoup. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, vous ne pourriez pas faire beaucoup mieux qu'en me laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements. Vous avez écouté le podcast En roue libre, je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.